La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Jean-Baptiste Chipot aujourd'hui. Il est Head of Sales chez Vectory et on va parler de vente de médias et vous allez le découvrir, c'est un marché assez particulier. Salut Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter, comment vas-tu d'abord, c'est important. Bonjour Gabriel. Et ça va super, et toi? Super, ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter Vectory, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr. Vectory, on est une adtech française créée il y a 8 ans maintenant. Notre spécificité, c'est de collecter et de traiter des données de géolocalisation issues de smartphones, pour répondre à 2 enjeux pour le compte de nos clients. Le premier, c'est de leur apporter de la connaissance sur leur zone de chalandise, le trafic en point de vente, et le deuxième, c'est les aider à générer du trafic en point de vente. Dans les grandes lignes, la promesse, elle s'est étoffée depuis, mais la base, c'est celle-ci. Super. Et toi, tu as fait tout un parcours dans les médias. Tu vas nous le résumer, mais en fait, c'est une vente assez particulière. Je te laisse nous présenter un peu ton parcours avant de parler des spécificités de la vente dans les médias. Oui, ça marche. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu des médias et plus particulièrement des médias digitaux. J'ai travaillé chez Média Figaro, j'ai travaillé chez Mobvalue et ça fait 5 ans désormais chez Vectory. Dans mon parcours, il y a une orientation vers des solutions beaucoup plus tech qu'éditeur au fur et à mesure. Et effectivement, ton point est très juste. Le marché de la publicité, et plus spécifiquement des médias, un modèle de commercialisation très particulier puisqu'il correspond à la fois à un modèle de vente directe et indirecte. Je m'explique. En France, on a un certain nombre d'annonceurs, de marques qui prennent la parole tout au long de l'année sur leurs temps forts commerciaux ou de communication pour promouvoir leurs produits et leurs services. Ça, c'est la marque, celle qu'on voit adressée dans les médias, que ce soit en radio, presse, digital, télé, etc. Et on en connaît beaucoup, beaucoup. On est beaucoup exposé à des messages publicitaires. Donc ça, c'est le client final. Mais entre nous et ces marques-là, il y a ce qu'on appelle les agences médias. Il y en a un certain nombre en France, mais il y en a 5 très grandes, avec des noms que beaucoup connaissent. On a le groupe Omnicom, on a Publicis, on a GroupM, on a Dentsu, on a Havas, donc c'est des noms qui parlent souvent. Et leur métier à ces agences médias, c'est de représenter plusieurs clients, donc plusieurs marques auxquelles je me référais au tout début. Et ils opèrent pour le compte de ces clients l'achat et le conseil média. L'intérêt pour eux, c'est de gérer un volume d'achat parce que comme ils gèrent plusieurs clients, ils ont un volume d'achat annuel qui est assez important. Pour nous, en tant que prestataire média, ça nous permet d'avoir une entité qui va gérer un certain nombre de marques. Ça facilite l'identification de contacts. Ça rend potentiellement plus complexe les négociations de coûts parce qu'on ne s'adresse pas à un seul client quand on adresse une agence média, mais à une agence qui va représenter plusieurs clients. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable d'adresser ces 2 cibles, mais avec un discours et des objectifs qui sont différents. L'annonceur, on va plutôt lui parler d'innovation, de solutions, le projeter sur des choses à moyen terme, mais il n'est pas forcément le décisionnaire de ses propres communications. C'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on s'adresse à lui, mais c'est pas lui qui est le décisionnaire final, ou alors pas tout le temps. L'agence média, elle, c'est plus un objectif de référencement, de discussion quotidienne. Il y a pas mal d'interlocuteurs au sein des agences et tout l'enjeu, c'est de correctement les mapper. On est vraiment sur une power map où l'enjeu, c'est de connaître chaque interlocuteur dédié par marque, par verticale. Et tout notre enjeu, c'est d'être dans des discussions très fréquentes pour leur présenter nos nouveautés, comprendre quelles sont leurs prochaines prises de parole et être en mesure de proposer des solutions adaptées aux communications de leur marque. Et avec le digital, ces agences médias ont quand même eu un rôle qui a beaucoup évolué, où ils ont vu leur métier quand même beaucoup changer. Avant, elles vendaient, on va dire, peu de formats différents publicitaires. On parlait de la télé, de la radio, de l'affichage. Là, les formats se sont multipliés. Ça, et de fait, toi-même, tu as vendu plein de formats différents dans ton parcours. Et ils ont aussi
des gros médias, en particulier les GAFA, qui sont arrivés avec des outils de self-service qui ont permis aux annonceurs d'acheter tout seuls en direct, ce qui était pas fréquent auparavant. Comment cet écosystème bouge et comment se placent des acteurs comme les tiens qui, en fait, vous créez des formats, ou vous participez à la création de formats ou à la création de ciblage. Enfin, vous venez dans cet écosystème avec des briques complémentaires dans le domaine des ad tech. Ouais, exactement. Alors, les agences médias sont staffées de différentes façons, mais il y a un point qui est commun avec la plupart, c'est qu'elles vont traiter le média par levier. Donc, il va y avoir des personnes en charge du cinéma, de la presse, de la télé, de la radio et du digital. Et ces personnes-là, pour le compte de leurs clients, eh ben, elles ont un travail exploratoire également, c'est-à-dire identifier les prochaines tendances, identifier les acteurs prometteurs pour être capable, pour le compte de leurs clients toujours, de les orienter vers ceux qui présentent un potentiel à travailler, à tester sur leurs prochaines activations. Et effectivement, il y a des personnes au sein des agences médias qui sont déconnectées des médias traditionnels dont tu parlais au tout début. Ces personnes-là, leur rôle, c'est vraiment d'être capable de mapper le marché d'aujourd'hui et de demain et d'identifier quelles sont les prochaines tendances. Alors, il y en a plusieurs qui sont arrivées, hein. Il y a eu le web il y a une vingtaine d'années. Il y a eu le programmatique qui permet l'achat d'espaces publicitaires en temps réel sur un modèle d'enchère. Il y a d'autres choses qui arrivent, hein. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, l'avènement du mobile où il y a de plus en plus d'usages qui sont liés au smartphone et qui sont des nouvelles façons de communiquer pour les marques parce qu'on est sur un écran beaucoup plus petit, un temps d'attention très différent. Enfin, il y a beaucoup de mécaniques qui se mettent en place sur ces nouveaux médias et il y en a des prochaines qui arrivent. En ce moment, c'est l'audio digital, par exemple, a le vent en poupe avec tout ce qui est podcast notamment. On voit aussi de plus en plus de personnes se positionner sur le retail média et très bientôt, je pense, sur les sujets liés au métavers. Donc oui, les agences, c'est aussi pour ça que les annonceurs les missionnent. Leur métier, c'est aussi de connaître le marché de demain. Et nous, notre enjeu, c'est d'identifier les personnes qui sont décisionnaires de ces nouveaux leviers un petit peu hors des leviers traditionnels et essayer de les orienter au travers de nos avantages vers des tests pour le compte de leurs clients. Et comment on fait ça, justement? Comment on travaille cette relation dans la durée, qui est une relation indirecte? Ouais, alors, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Déjà, il y a les références qu'on va être capable de créer parce que c'est un petit marché. Donc, je disais qu'il y a 5 grandes agences médias. On peut utiliser ce que l'on a fait avec les marques d'autres agences pour essayer d'attiser la curiosité. Généralement, le marché est fait de telle façon que 2 marques concurrentes ne sont pas dans la même agence. Ce qui fait que, Renault ne sera pas dans la même agence que Peugeot. Ou alors ils vont devoir trouver des entités tierces ou créer une nouvelle entité d'agence pour que ça se fasse. Donc du coup, paradoxalement, ils vont gérer beaucoup d'annonceurs, mais ils vont pas avoir beaucoup d'annonceurs concurrents. Donc ce qui ouvre des portes pour leur présenter des choses qu'on a pu faire avec des annonceurs concurrents puisque, par définition, eux ne les gèrent pas. Mais après, c'est beaucoup de travail commercial, malgré tout, on en revient là. Mais nos interlocuteurs, ils sont sursollicités, donc il faut être capable de les adresser au bon moment, d'avoir le bon message, de faire un peu de RP avec eux également. Donc il y a plusieurs ingrédients à la recette, mais il y a quand même, majoritairement beaucoup d'ingrédients commerciaux. Et tu dirais que c'est plus de l'élevage ou c'est plus de la chasse? Alors, ça dépend du cycle, du produit dont on parle. Une nouvelle solution qui se lance sur le marché, qui va devoir se présenter auprès des agences médias, là, ça va être de la chasse et ça va être de la chasse auprès d'un nombre d'interlocuteurs restreint parce que c'est des interlocuteurs qui vont servir à nous ouvrir des portes. En gros, ils vont Mais être que garants vous de, connaissez déjà? dans le cycle aujourd'hui de Vectory, oui, mais si on se met dans, Il y a quelques l'hypothèse. années. Mmh. Ouais, de quelques années en arrière ou d'une nouvelle solution, il va falloir passer par cette étape où, on va devoir faire en sorte que le gardien de l'agence nous ouvre les portes vers, tous les fidèles de l'agence pour ensuite pouvoir pitcher notre solution et la vendre. Donc il y a une part de chasse au début, c'est évident, mais à partir du moment où la solution, elle est installée et qu'on a déjà rencontré un certain nombre de fois, tous les interlocuteurs côté agence, c'est de l'élevage. D'accord, très bien. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur cette relation particulière, indirecte, avec l'agence? Ou sinon, on passe au sujet suivant, de gestion de crise, que vous avez eu à subir? Non, non, on peut passer au sujet suivant. Je pense avoir raconté la plupart des choses sur le modèle, direct, indirect des agences médias.
Super. Et effectivement, dans ton parcours, tu as rencontré 2 crises fortes, qui t'ont impacté, en tant que vendeur et en tant que head of sales. Vous avez vécu une mise en demeure de la CNIL et la Covid, en particulier aussi sur le sujet de la géologue. Je te laisse nous présenter ces situations et ce qui s'est passé et comment vous êtes adaptés. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est 2 situations qui sont arrivées dans des temps très courts. Il y a 2 ans d'écart entre les 2 épisodes, donc effectivement, il y a eu, le besoin de s'adapter et s'adapter commercialement. Je vais revenir un peu sur chaque épisode rapidement. L'épisode CNIL, en réalité, c'est une mise en demeure qui est formalisée par la CNIL à l'encontre de Vectory. Pour expliquer un petit peu, parce qu'il y a un amalgame qui est souvent fait, une mise en demeure, c'est pas une sanction, c'est une demande à se mettre en conformité par rapport à un texte de loi et on a une période pour se mettre en conformité. Pour positionner un petit peu Vectory, nous, notre spécificité, comme je le disais, c'est de collecter des données de géolocalisation issues de smartphones et quand on reçoit la mise en demeure de la CNIL, elle porte principalement sur la notion de consentement, c'est-à-dire quand je récolte une donnée de géolocalisation, d'avoir un consentement éclairé du mobinaute pour utiliser sa donnée de géolocalisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas volonté de Vectory de proposer, ou de collecter des données avec un défaut de consentement. On est sur un modèle où c'est une nouveauté à ce moment-là et la façon dont les éditeurs mettent à disposition le consentement de leurs audiences pour le compte d'acteurs technologiques comme le nôtre n'est pas aussi clair. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, même une association comme l'IAB, a été rappelée sur ce qu'ils appellent le TCF, qui sert à gérer le consentement dans l'univers programmatique. Donc comme on est sur un produit très neuf, eh ben, il n'y a pas de précédent d'un point de vue loi. En revanche, dans ce qui nous est arrivé chez Vectory, c'était ce qui nous a permis de construire le produit par la suite. Il n'y avait aucune demande formulée par la CNIL en termes d'infrastructure, de conservation de données ou de façon de collecter les données. C'est vraiment un point propre au consentement appliqué à la récolte de données. Mais en revanche, d'un point de vue client, c'est sûr que c'est une porte qui se ferme pour nous parce qu'on est sur un petit marché où il y a un certain nombre d'éléments de presse spécialisés et la nouvelle, elle arrive très vite auprès de nos clients. Et du coup, à ce Et sur moment-là, ce moi, marché-là, il y a eu par contre des pénalités ou des sanctions plus fortes de la CNIL sur le marché de la géolocalisation oui, pour alors d'autres à ce acteurs. moment-là, on est début 2018 et effectivement, le marché de la géolocalisation mobile est très regardé par la CNIL. Nous, nos confrères ont tous, pour la plupart, été mis en demeure. Certains s'en sont relevés, malheureusement, d'autres non. Hem et c'est vrai que c'était, un produit qui était très regardé par la CNIL, sur lequel il y a eu beaucoup d'audits, beaucoup de contrôles, et quasi systématiquement des mises en demeure parce que comme je le disais, le produit était nouveau, donc les précédents n'existaient pas et même avec la meilleure volonté du monde, la partie légale, c'est toujours une interprétation et cette interprétation, on n'a pas tous nécessairement la même. Hem et effectivement, il y a eu de la défiance pour Vectory, mais il y a aussi eu de la défiance pour, hem, ce produit de la donnée de géolocalisation et sa collecte et tout l'enjeu côté commercial parce que, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas directeur commercial, j'étais plutôt dans un rôle commercial middle management. C'est comment est-ce qu'on conserve des équipes concernées par le projet Vectory en sachant que le cycle de vente est complètement interrompu pour, la durée de la mise en demeure qui, dans notre cas, a duré, plus de 3 mois. Et c'est comment est-ce qu'on associe des nouveaux, KPI commerciaux, puisque globalement les entreprises ont des KPI commerciaux axés autour du chiffre d'affaires, de l'envoi de propositions et cetera. Sauf que tout ça est impossible à ce moment-là. Donc nous, l'enjeu, c'était, de ne pas perdre de temps au moment où on sortirait de la mise en demeure, parce que pour le coup, ça, il y avait aucun doute sur le fait qu'on allait sortir de la mise en demeure. Et comment est-ce qu'on conserve le lien avec nos clients et surtout qu'on ne rompe pas le dialogue qu'on avait pu créer avec eux? Parce qu'à partir du moment où on perd le dialogue, bah, sortir de mise en demeure nous aurait, obligés à reprendre les discussions et reperdre un peu de temps avant de connaître les enjeux des marques, connaître les besoins des agences. On a réussi, hem, à maintenir les équipes concernées par ces problématiques-là et surtout de conserver le lien avec les agences, qui nous a permis du coup de rebondir assez rapidement après la mise en demeure et on a même eu des clients, quand on a bien réussi à communiquer avec eux, leur expliquer nos enjeux, qui ont continué de nous faire confiance malgré la mise en demeure. Donc on a quand même eu un volume de business qui a existé et c'était nécessaire à ce moment-là et on peut que les remercier. Ouais, donc ça, c'est le premier coup dur et ça a enchaîné avec la Covid, Ouais. qui effectivement, quand tu vends de la géoloc, et que les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux, bah, tu plus grand chose à vendre.
Ouais, exactement. Alors, il y a pas que ça, mais effectivement, le Covid, c'est à la différence du 1er exemple, même s'il y a des similitudes, il est partagé par tout le marché. Il y a beaucoup d'incertitudes, un côté, très anxiogène. Mais nous, sur notre produit, c'est évident que quand on est capable d'analyser le trafic dans les points de vente et de générer du trafic en point de vente, il y a quelque chose qui fonctionne pas quand les gens sont confinés chez eux et que les points de vente sont fermés. Donc là, ça a été assez compliqué à gérer. Je pense que ça a été compliqué pour la plupart de nos confrères. Il y a des secteurs qui ont malgré tout, continué leur prise de parole. Je pense à l'alimentaire, mais c'est une partie du marché et pas sa totalité. Donc on a été, comme tout le monde, confronté à cette situation, très délicate et qui en plus, hem, a été incertaine pendant, de longs mois. C'est-à-dire qu'on enchaînait des périodes de confinement avec des périodes de restrictions sur lesquelles seulement certains points de vente étaient ouverts en fonction de leur taille, en fonction de leur secteur, et tout ça pouvait changer du jour au lendemain. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes, dans la partie commerciale par rapport aux clients que je vais prospecter, mais aussi dans la partie opérationnelle, puisqu'on pouvait avoir des marques qui communiquaient et qui, ne pouvaient plus le faire parce que leur point de vente était fermé du jour au lendemain. Donc ouais, on a connu, 2 ans d'incertitude, et ce contexte a été difficile. Il nous a impacté, nous, sur le chiffre d'affaires, bien sûr, comme il a impacté beaucoup d'autres entreprises. Hem et quand on en a discuté, au préalable, tout l'enjeu à ce moment-là, c'était, de reconnecter les équipes commerciales avec une réalité business, parce que, hem Ouais, ça a foutu en l'air les forecastings, les bonus, ouais, et bien sûr. cetera, quoi. Bien sûr, et en plus, les commerciaux ont eu, parfois l'impression de jouer les pompiers de service, par rapport à des situations qui changeaient du jour au lendemain. Donc ça, c'était pas évident à gérer. Et chez Vectory, pour dresser le portrait avant-après, avant le Covid, on était sur un modèle d'incentive commercial trimestriel, sur des modèles de paliers à atteindre et des plafonds qui limitent, les versements de variables quand on dépasse les objectifs, ou qui sont régularisés, pardon, en fin d'année. Tout l'enjeu que j'ai eu en début 2022, c'est comment est-ce qu'on sort de ce modèle-là, déjà pour remotiver les équipes et pour simplifier un pilotage, opérationnel et d'incentive. Donc ce que j'ai mis en place avec ma direction à ce moment-là, c'est, on a complètement changé le modèle de variable. On est passé d'un modèle trimestriel à mensuel. On est passé d'un modèle avec palier sans palier, avec plafond sans plafond. Autrement dit, tout euro remporté par un commercial sur un deal lui est, reversé sur, sa fiche de paye le mois suivant. Donc ce qui permet d'avoir un pilotage beaucoup plus proche. On se rend compte que nous, en tant que manager, on a souvent des forecasts qui sont, mensuels, ou en tout cas des pilotages d'activités mensuels, et paradoxalement, les équipes sont incentivées sur des logiques trimestrielles. Ce qui fait qu'un commercial qui est très en retard et qui a un palier à atteindre pour débloquer son variable, bah, il ne se sent plus concerné trop vite dans le trimestre. Et de la même façon, quand il y a un plafond et qu'il est déjà dépassé, bah, quel est mon intérêt d'aller signer des euros supplémentaires s'il ne me rapporte plus rien? Donc on a on a cassé ces lignes-là pour proposer quelque chose de plus proche déjà, du pilotage de l'entreprise. C'est-à-dire que les commerciaux et les différents forecasts sont alignés. On n'a plus un modèle, de forecast mensuel et d'incentive trimestriel. Tout est mensuel, et surtout, on se rend compte que, hem, il y a une intensité qui est plus forte dans le travail des commerciaux, parce que, hem, De leur fait, variable est toujours connectée à leur réalité. on se rapproche d'un système à la commission classique, où tu as un Tout à fait. pourcentage du deal. Exactement, exactement. C'est exactement ça, et pour le coup, c'est un peu Et pour toi, c'est un quelque chose trou du nez au marché, mais c'est pas quelque de chose qui est beaucoup mis en place. En tout cas, moi, pour travailler dans cet univers-là depuis une dizaine d'années, je l'ai très peu entendu et je l'ai jamais vu et pour dans toi, mes c'est expériences quelque chose précédentes. de pérenne, ou c'est lié à une période de reprise où on n'est pas capable de faire du forecast? Parce que si on, le modèle à la commission, il a un côté où il n'est pas incitatif à faire plus, il n'est pas incitatif sur la tenue des objectifs, ce genre de choses. C'est un peu pour ça, comme tu dis, que c'est un modèle qu'on retrouve pas nécessairement dans beaucoup d'acteurs, entre autres parce que aussi pour des comptes réguliers, fidèles, la valeur ajoutée du commercial, elle est relativement faible, et certaines marques peuvent se dire qu'il n'y a pas besoin de payer une commission sur un truc déjà acquis. Et que c'est pour ça qu'on fixe des objectifs, d'aller chercher plus pour aller plutôt viser l'incrément et donc les nouveaux clients, que le récurrent. Et en revanche, je comprends qu'une mécanique comme ça, quand les forecasts sont pétés,
détruisent complètement la motivation du commercial, vu qu'il n'y a pas d'incrément et qu'il y a plutôt de la perte. Lui, il va jamais faire des bonus alors qu'il est pompier de service, comme tu l'as dit. Donc, pour toi, ce retour à une forme de commission un peu simple, proportionnelle, est-ce qu'il est permanent ou il est potentiellement temporaire ? Alors, au départ, c'est une réponse à une situation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément la réflexion de se dire pour combien de temps est-ce que je le mets en place. À l'instant, en début d'année 2022, il y a besoin de le mettre en place. En revanche, c'est sûr qu'il apporte des vrais bénéfices. Ce que je disais, c'est notamment l'intensité de travail, le fait d'être commissionné sur tout ce qui nous concerne commercialement. Ça fait que tous les sujets ont de la valeur. Tu parlais de quand on a des clients fidèles, du coup, quelle est la valeur du commercial, etc. Le fait de continuer d'être commissionné, même sur des choses qui peuvent sembler de l'élevage ou des clients fidèles, ça incite aussi le commercial à apporter une certaine qualité de réponse dans ce qu'il propose, un suivi supplémentaire. Et moi, j'en vois des bénéfices. Après, il y a une logique aussi de cash flow entreprise. C'est parce que les rémunérations variables, ça a un coût. Et du coup, est-ce que c'est un coût qu'on veut supporter mensuellement ou est-ce qu'on veut le supporter trimestriellement quand on a atteint un certain niveau de chiffre d'affaires parce que ça permet de rentrer, dans ses frais. Moi, mes réserves sont plus sur la mécanique du pourcentage simple qui est finalement assez peu incitative. Enfin, elle a ses limites, je dirais. J'avais bossé avec une boîte spécialisée dans la rémunération des commerciaux et avec des mécaniques incitatives entre le calage des objectifs, l'atteinte de ces objectifs, l'écart entre la définition de l'objectif. Enfin, il peut y avoir des choses très complexes avec des surfaces à plusieurs dimensions. Enfin, il y a beaucoup de théories là-dessus. Et au final, la commission est l'un des outils les plus simples qui a des qualités. Donc c'est plus là-dessus que je me pose la question, parce que là où je suis d'accord avec toi, et où j'ai aucun doute que les notions de palier, de plafond, de trimestre, alors qu'on bosse au mensuel, tout ça, c'est des choses qui complexifient les choses et qui par nature vont créer des biais comportementaux, comme tu le disais. On va se garder les beaux projets pour après la fin du trimestre pour repartir à zéro dans les comptes. Enfin, ce genre de mécaniques-là, elles sont absolument délétères. C'était plus sur est-ce que pour toi, c'est quelque chose de pérenne, cette vision de la commission très simple, mais avec quand même quelques défauts, ou c'est plus pour reprendre du poil de la bête, pour réatteindre des objectifs et pour remobiliser les équipes. Et ce sera la dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le timing, mais c'est passionnant. Ok, ça marche. Initialement, oui, c'était court terme. En tout cas, il n'y avait pas la réflexion de 2023, 2024, 2025. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui payent dans ce modèle. Ça apporte de la satisfaction, ça donne du plaisir aux commerciaux, ça les rapproche de ce qu'ils signent, ça leur donne la valeur des efforts qu'ils réalisent. Et ça, c'est important. C'est pas perceptible dès le premier jour, mais c'est hyper important. Et dans ce que tu dis sur les modèles commerciaux, et notamment d'incentive, avec le recul, je suis contre les modèles complexes parce que à partir du moment où il faut recalculer et remettre en perspective par rapport, je sais pas, à la date de signature, la date de commande, la date de facturation, qu'il faut mettre en place des paliers, des plafonds, en fait, ça complexifie le suivi pour le commercial, alors qu'en fait, là, je suis à 80% de mon objectif, il me manque tant à signer et j'ai pas 4 niveaux de lecture différents pour y arriver. Oui, et j'arrive très concrètement à estimer ce qu'il me faut. Facile et qui pousse à signer toutes les ventes parce qu'il y a de la prime derrière systématiquement. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Merci beaucoup Jean-Baptiste, salut.